Ah, vous êtes là? Aujourd'hui, on va parler d'un film magistral, majestueux, iconique. Mais avant ça, cette vidéo n'est pas sponsorisée par NordVPN. En effet, j'ai essayé appelé récemment pour avoir de la moulaga pour que je sponsorise une de mes vidéos. Et ils m'ont dit exactement, tu n'as pas assez d'abonnés, tocard. Et bah, vous savez quoi? J'ai quand même réussi à négocier un truc. Grâce à mon code BOLOS qui s'affiche juste ici, vous pouvez avoir jusqu'à 0€ de réduction sur la prochaine offre NordVPN. Ta gueule. Ok, bon, vous savez quoi? Bah, j'aime bien dans le cinéma, c'est les trilogies. Bah, regardez Robocop, Terminator, Alien, Retour à le futur est une trilogie. SOS Fantôme a eu son dernier film récemment. Malgré si on sait tous que le vrai troisième film SOS Fantôme, c'est le jeu vidéo qui est sorti sur Xbox PS3 il y a peu de temps. Mais le plus grand trilogie de l'histoire du cinéma, c'est Indiana Jones. Ils ont eu la présence d'esprit de pas faire un 4. Bah, c'est très bien ça, c'est comme Retour vers le futur. Attends, on me rappelle? C'est bizarre ça. Allô? Apparemment il y a un quatrième film. Bah, il y a les aventures de l'Arche perdue, il y a la dernière croisade, il y a le Temple maudit. Je vois pas de quatrième film, je vois pas de quoi il parle. Bon, vous savez quoi? On va parler du premier opus de la saga Indiana Jones. Mesdames et messieurs, prenez une bière, installez-vous bien chaudement. Aujourd'hui, c'est les aventuriers de l'Arche perdue. Je me souvienne, je vois pas de quatrième film Indiana Jones. Avant de parler d'Indiana Jones, on va commencer par parler d'un genre qui a explosé pendant la première partie du XXe siècle. Est-ce que vous connaissez les serials? Le serial ou film à épisode est un type de film ayant un métrage étendu, séquencé en plusieurs épisodes selon le principe du roman feuilleton, et ayant connu son heure de gloire dans la première moitié du XXe siècle. À l'origine, l'adaptation cinématographique de romans feuilletons publiés dans des périodiques de type magazine, le film à épisode visait principalement à divertir et non à créer des œuvres profondément originales ou d'une grande beauté artistique. Le film à épisode se différencie du long métrage par un métrage encore plus étendu mais séquencé, de 4 à 12 épisodes, diffusé semaine après semaine dans la même salle de cinéma en première partie d'un ou deux longs métrages. En anglais, on dit single feature ou double feature. Les différents épisodes doivent s'achever autant que possible par un cliffhanger pour inciter le spectateur à revenir voir l'épisode suivant. Les films de serial américains relèvent de différents genres. Le film d'aventure comme Les Mystères de New York en 1914, Les Nouvelles Aventures de Tarzan en 1935 et le western comme Les Justiciers du Far West en 1938. Indiana Jones est un film réalisé par El Grande, Steven Spielberg et par George Lucas. Vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Steven Spielberg, comment il s'est construit, comment il a grandi, je reviens vers ma vidéo sur Jurassic Park, qui parle très bien de cette partie-là. Apparemment, on m'a dit que c'était une très bonne vidéo. Hein. Je m'auto-sponsorise du coup. Tout d'abord, parlons du réalisateur et du producteur le plus prolifique de sa génération, George Lucas. George Lucas est né en 1944 à Modesto, en Californie, dans une petite ferme sans grande prétention. La première passion de George Lucas est l'automobile. Adepte des sports automobiles, il déserte l'école. Il est adepte du cruising, vous savez, de drague en voiture. Mais à la suite d'un grave accident, il arrête tout et se retourne vers les études. En effet, alors en fait, l'accident, il a perdu le contrôle de son véhicule, il a fait des tonneaux, il s'est atterri sur un arbre. Il est passé à ça de la mort. On est passé à ça de Star Wars. Mais là, il se dit que la vie ne tient qu'à un fil. Du coup, il retourne à ses études, il planche, il a pour ambition de devenir cinéaste. En fait, il s'aiguille vers le monde du cinéma et son projet d'être cinéaste après une rencontre décisive. La rencontre d'un opérateur caméra qui s'appelle Harvey Westel. En fait, il venait juste de sortir de son diplôme de sciences sociales de l'université de Modesto, sa ville natale. George Lucas intègre alors l'University of South California. Il réussit quelques courts-métrages qui lui permettent d'être intégré à la bande de Francis Ford Coppola. En 1969, il participe au projet Les Gens de la Pluie, qui lui permet de sortir un petit film, son premier vrai petit film, qui s'appelle The Filmmaker. L'année suivante, il décide d'approfondir un de ses courts-métrages réalisés quelques années auparavant, THX 1138 EB-4, pour en sortir un film qui s'appelle THX 1138, où en fait c'est un film fantastique aseptisé, sans âme, où les deux acteurs principaux, joués par Donald Pleasant et Robert Duvall, ont pour malheur de s'aimer et sont exclus de la société. Il était accueilli au Festival de Cannes avec ce film-là et applaudi, acclamé par les professionnels. Mais cette première univers créé par George Lucas n'a pas vraiment rassemblé les foules.
Lucas décide alors de monter sa propre société Lucasfilm et signe un contrat avec United Artists, puis finalement avec Universal Pictures pour 3 films. Il connaît le succès pour la première fois en 1973 avec American Graffiti, un film nostalgique sur la jeunesse des années 60, une sorte d'autobiographie que fut la sienne en fait, les bagnoles, les filles. C'est un succès, 5 nominations aux Oscars plus 1 aux Golden Globes. Malgré le petit budget de ce film, ça permet à George Lucas et Harrison Ford, dont c'est l'un de tout premiers rôles, de se faire un petit nom dans le milieu du 7e art. S'appuyant sur sa récente société Lucasfilm Ltd, basée à San Rafael en Californie, George Lucas représente à l'époque l'originalité en matière de production de films. Il confie « Je fais tout moi-même » à un journaliste, ce qui n'est que vérité. Lucas souhaite en effet réintroduire une certaine dimension d'artisanat dans la conception de ses films. Passionné par Flash Gordon, George Lucas a toujours rêvé d'en réaliser un, mais les droits lui furent refusés et il décida de créer sa propre Légion de la science-fiction. L'idée de la guerre des étoiles lui vient en 1972, mais il a négligé un peu au profit du tournage d'American Graffiti. Choix judicieux puisque le succès du film lui permet, grâce à l'argent rapporté, de peser davantage dans le business du 7e art et donc d'avoir le poids nécessaire pour créer Star Wars en temps voulu. Devant les premiers synopsis assez abstraits, United Artists et Universal refusent le film. George Lucas échoue alors chez la Fox, grâce au producteur Alan Ladd. Mais ça, c'est une autre histoire. George Lucas complète sa première trilogie en 1980 et 1983, avec l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Mais ce n'est plus un réalisateur. Il donne la main à d'autres personnes. C'est au tour de 2 suites à décrocher la lune en termes de box-office. Parallèlement à Star Wars, il travaille avec Steven Spielberg pour Indiana Jones et notamment Les Aventuriers de l'Arche perdue qui recueille 5 Oscars en 81 et aide quelques jeunes auteurs de sa galaxie, Jim Henson, Laurence Kasdan, à lancer leur carrière de réalisateur. À partir de 1986, il s'investit dans les attractions Disney, notamment avec Captain EO, filmé par Coppola et joué par Michael Jackson, et le fameux Star Tours, l'année suivante, qui constitue toujours, 15 ans après, une étape obligée pour les visiteurs des parcs de la Walt Disney Company. Durant les 2 années suivantes, Monsieur George Lucas produit Willow, Indiana Jones et la dernière croisade. En 91 sort le livre L'héritier de l'Empire, écrit par Timothy Zahn. Et ce livre-là montre à quel point George Lucas est un génie du merchandising. Il réussit à vendre tous les produits dérivés de Star Wars et Indiana Jones sans passer par les circuits habituels hollywoodiens. D'ailleurs, il arrive même à réussir le tour de force qui est rare chez un producteur de cinéma, de s'autoproduire, de s'autofinancer par rapport aux objets dérivés de la guerre des étoiles. À partir de 92, George Lucas réalise et produit Young Indiana Jones, qui lui permet de tester les capacités techniques de son acolyte de toujours, Rick McCallum, qui va réaliser ensuite, qui va le propulser pour réaliser ensuite et concevoir ce qu'ils appellent la prélogie et la réédition de la trilogie originale. Pour les 20 ans de la trilogie, en 1997, George Lucas décide de ressortir ses films avec des effets spéciaux tout neufs, tout nouveaux, grâce à la nouvelle technologie qui est mise en place. Il conquit de nouveaux fans et lui est très convaincu de ce que ça peut rendre à l'écran. Du coup, il décide de se lancer dans son ultime chantier. En 1997, il prend la décision de réaliser ce qu'on appelle la prélogie, les 3 premiers films Star Wars qui se passent avant Star Wars Un Nouvel Espoir. Le cinéaste n'a pas vraiment fini avec la saga. Il met en chantier directement 2 séries Star Wars, une animée, une live. The Clone Wars qui débutera en 2008 et qui parlera de la guerre des clones, qui reviendra sur la guerre des clones et fera un pont entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Il décide ensuite d'en faire une série qui se passe après l'épisode 3, une série live, une série avec des vrais acteurs. Mais il mettra ça en pause en 2010 pour des coûts de production un petit peu trop élevés. Après avoir écrit le 4e opus d'un grand film, je vois pas lequel, j'ai vu marquer ça, mais je suis sûr que c'est pas Indiana Jones parce qu'il n'a que 3. Ils sont arrêtés là, et franchement c'est bien, ils ont bien fini la saga, ils vont pas continuer comme ça, je suis sûr que c'est pas lui. Hein. Bref, il décide de faire un film plus terre à terre, The Red Tails, histoire de pilotes afro-américains durant la Seconde Guerre mondiale. Mais le film est un gros flop commercial. George Lucas décide alors de se retirer de l'industrie hollywoodienne et nomme Kathleen Kennedy à la tête de Lucasfilm. Il va encore alors ses places de Lucasfilm à la Walt Disney Company le 30 octobre 2012. Par la suite, la Walt Disney Company l'intègre sur leur nouveau projet de film Star Wars 7, en tant que consultant. Il sera réalisé par DJ Abrams, avant d'être écarté du projet plus tard. Mais Star Wars, c'est un autre sujet, c'est un autre problème. Là, on va parler de Indiana Jones. Indiana Jones, comment le génie de Lucas et de Spielberg réunis ont réussi à créer un personnage à part entière inédit.
La création d'Indiana Jones est devenue une vraie légende. En mai 1977, George Lucas et Steven Spielberg font des châteaux de sable à Hawaï. Le premier veut échapper à la sortie de la guerre des étoiles. Le second se repose après une rencontre du troisième type. Les deux compères se sont rencontrés en février 1968 lors d'une rétrospective de films des étudiants de l'USC, l'University of Southern California, au Fairfax Theater à Los Angeles. La sélection des courts-métrages s'achève avec celui de George Lucas, THX 1130. 4EB. Impressionné par ce qu'il voit, Steven Spielberg veut rencontrer le réalisateur. Leur amitié est née ce jour-là. C'est donc en toute amitié que George Lucas demande à Steven Spielberg ce qu'il veut faire après les rencontres du troisième type. Il lui répond qu'il espère réaliser un James Bond, bien que c'est chasse gardée auprès des Anglais. George Lucas lui assure qu'il a mieux et lui parle d'un certain Indiana Smith. En 1973, il regrette de ne plus voir des films et des séries comme vous voyez dans sa jeunesse au cinéma de Modesto en Californie. Il aimait les serials qui laissaient leurs héros en mauvaise posture jusqu'à l'épisode suivant. Féru d'histoire et d'anthropologie, il imagine alors un archéologue parcourant le monde à la recherche d'antiquités. Pas pour ses propres fortunes ni gloire, mais pour un musée, histoire de légitimer ses méthodes peu orthodoxes. Indy est déjà cynique au coup de poing facile, fait partie des gentils. En 1975, alors qu'il travaille sur le scénario de La Guerre des Étoiles, il discute avec le projet avec le réalisateur Philip Kaufman, qui a réalisé entre autres La Légende de Jesse James. Ce dernier se souvient de l'histoire de l'Arche d'Alliance que son dentiste lui avait raconté quand il avait 11 ans. George Lucas veut qu'il écrive et réalise le film, mais il a déjà accepté de travailler sur J.G. Wells hors la loi. George Lucas met alors Indiana Jones de côté et retourne à La Guerre des Étoiles. Jusqu'en mai 1977, George Lucas contacte alors Jim Steranko, un de ses dessinateurs de comics, pour faire les premiers visuels à quoi pourrait ressembler Indiana Jones. Le premier visuel, c'était ça. Un chapeau, un fouet, une veste en cuir, c'était fait. Il le met dans 3 situations différentes dans le désert. La première, c'est qu'il se base sur les ailes d'un avion. La deuxième, il est entouré de serpents. Et la troisième, il saute en cheval sur un camion directement. Ces 3 scènes-là se retrouvent alors dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. George Lucas a ensuite engagé le scénariste Lawrence Kasdan parce que Steven Spielberg aimait beaucoup son travail sur Continental Divide. Il travaille avec Steven Spielberg pour mettre les bases du scénario, les bases du personnage. Il écrit alors un immense puzzle qui met en ordre dans le scénario pour faire une espèce d'histoire d'action où toutes les 2 pages il se passe quelque chose. Il visite alors dans le scénario de base plus de 60 monuments. Ce sera pas très loin dans le film final. Et il finit la dernière réécriture en 1980. Indiana Smith, c'est son nom. Ils ont gardé le prénom. Indiana, c'est le nom du malamute de George Lucas. Le chien de George Lucas. Mais Steven Spielberg n'aime pas trop le nom de Smith. Il préfère le nom Jones. Parce qu'en fait, ça fait penser à Nevada Smith, un célèbre personnage joué par Steve McQueen quelques années plus tôt. Mais George Lucas lui décide de donner un trait de personnalité bien particulier. Un espèce de gentleman qui vit qu'avec ses explorations. Mais Steven Spielberg et Lawrence Kasdan posent leur veto. Non, pour eux, c'est pas un gentleman, Indiana Jones. Indiana Jones, c'est un professeur d'archéologie. Par contre, Indiana Jones sera alcoolique. Non, là, cette fois-ci, c'est George Lucas qui pense son veto. Il enlève le terme alcoolique. Il voulait un film tout public, que toute la famille puisse se retrouver sur ce film-là, tel les serials des années 40. Mais George Lucas voulait s'éloigner des stéréotypes de prof d'archéologie qu'on pouvait trouver dans les années 80, avoir un vrai prof d'archéologie. Quelqu'un de jeune, de dynamique. Il voulait un mélange entre James Bond et Tintin, histoire de faire un film d'action, d'espionnage et d'aventure. Le projet est déjà bien avancé. George Lucas propose au studio, fort du succès de Star Wars, il sort avec la tête haute. Il va voir les studios et impose des conditions draconiennes. 20 millions de dollars de budget, la distribution aux frais des boîtes de production et un énorme salaire et une partie du box-office qui revient directement dans la poche de George Lucas et de Steven Spielberg. Paramount Pictures accepte ce qui est déjà surnommé le Killer Deal, le contrat tueur de George Lucas. Mais le studio ajoute quelques conditions, une option sur les suites éventuelles et de fortes pénalités en cas de dépassement des délais de tournage et de budget. Steven Spielberg est connu pour avoir exposé le plan de travail des Dents de la Mer en 100 jours et celui de 1941 de 50 jours, et celui du Rencontre du troisième type en 15 jours. Grâce à la supervision de George Lucas, Les Aventuriers de l'Arche perdue sera le premier film où il respectera le budget et les délais. Il le finira même avec 12 jours d'avance. Pour incarner Indiana Jones, Steven Spielberg suggère d'emblée Harrison Ford, mais George Lucas préférait un quasi-inconnu. Le casting alors commence à Los Angeles dans la cuisine de Lucasfilm. Les acteurs convoqués entre 9h et 13h cuisinent des gâteaux, tandis que ceux convoqués entre 14 et 19h les mangent. Bizarrement, beaucoup de comédiens demanderont à venir l'après-midi. Après plusieurs mois, le rôle est finalement proposé à Tom Selleck. Ce dernier vient de se faire connaître grâce au pilote d'une série télé,
Magnum. Il a obtenu des bons chiffres d'audience lors de sa diffusion. La chaîne CBS refuse cependant de libérer le comédien. L'ironie veut qu'une grève retarde le tournage de Magnum alors que celui de Les Aventuriers de l'Arche perdue commence à peine. Tom Selleck aurait finalement pu tourner les deux. À un mois du début du tournage, le run d'Indy n'est toujours pas attribué. À la première de l'Empire contre-attaque, Steven Spielberg et George Lucas sortent de la projection et réalisent Harrison Ford et Indiana Jones. L'acteur signe un contrat pour 3 films. Pour le rôle de Marion Ravenwood, Steven Spielberg veut Amy Irving. N'étant pas disponible, il se tourne alors vers Debra Winger, qui n'est finalement pas intéressée. Alors, il opte pour l'option Karen Allen, qui l'a impressionné lors de son audition. Le personnage ayant un côté garçon manqué. Steven Spielberg demande à l'actrice « Est-ce que vous savez cracher ?» Le tournage des Aventuriers de l'Arche perdue commence à La Rochelle, en France, le 23 juin 1980. La toute première scène est prévue dans la base de sous-marins du port autonome, conservée comme au temps de la Seconde Guerre mondiale. Frank Marshall a récupéré le sous-marin Dasbot et a trouvé un cargo égyptien en Irlande pour jouer le Bantam Wine. Tout commence bien, sauf que Météo France est en grève, et Frank Marshall doit sortir tous les matins vérifier le temps afin de déterminer s'il est prudent ou non de tourner en mer. 2 jours sont perdus à cause du mauvais temps. Alfred Molina, qui fait ses débuts au cinéma, ouvre le bal, terrorisé par les dizaines de tarentules qui se baladent sur lui pour l'une des scènes dans le temple sud-américain. Puis Steven Spielberg a des sueurs froides en acceptant que Harrison Ford fasse la cascade où il est poursuivi par un énorme rocher. Ce dernier est surélevé dans le décor pour que l'acteur ne soit pas écrasé en cas de chute. Mais cette boule de 150 kg de fibres de verre migrait vers lui quand même assez rapidement. Ensuite, Harrison Ford et Karen Allen se retrouvent au milieu de 6500 servants pour la séquence du Puits des âmes. Si l'acteur porte des bottes, un pantalon et une veste en cuir, l'actrice, elle, n'est vêtue que d'une robe légère. Quand la situation devient trop intenable, pour elle, la sadoule prend sa place, puis le dresseur Steve Edge, après s'être rasé les jambes et avoir enfilé la robe de Marion. Pendant ce temps-là, sur notre plateau, le feu détruit la moitié du décor du bar de Marion. La Tunisie n'est pas non plus de tout repos à cause de la chaleur 55 degrés de la nourriture locale. Toute l'équipe souffre de tourista, sauf Steven Spielberg qui ne mange que des conserves importées d'Angleterre. Cette indisposition est cependant à l'origine d'un des scènes les plus cultes du film. Indiana Jones doit affronter au fou un Égyptien, avec un grand sabre. Harrison Ford, loin d'être en forme, suggère au réalisateur de juste laisser cet enfoiré. Après tout, avec Marion en danger, il ne va pas encore perdre 10 minutes dans une bagarre. Puis, quand Steven Spielberg tourne au pugilat entre Indiana Jones et le mécanicien soulève le volant. C'est pour voir Harrison Ford se faire quasiment écraser par une roue. L'acteur a glissé sur le sable et la roue de l'appareil a commencé à lui rouler sur la jambe. Il ne doit que son salut qu'au frein de l'avion et à la chaleur qu'il a dégonflé la roue, mais il s'abîme quand même les ligaments du genou. Pas du tournage à Hawaï se déroule dans cette même mauvaise veine. En effet, la scène de l'hydravion avec où Indiana Jones échappe aux Ovitos se déroule mal. L'hydravion décolle et atterrit directement entre ces 2 flotteurs. En fait, pour plus de réalisme, Harrison Ford a décidé de faire pendre ses jambes en dehors de l'hydravion. Ça, ajouté au poids de la caméra, l'hydravion n'a pas tenu et a fait un amérissage assez violent. Les 2 hommes s'en sortent indemnes, ainsi que le pilote de l'hydravion. Une deuxième prise sera faite, et là, pas de problème, tout est nickel. Comme le film sort en début de période estivale, le 21 juin 1980, le succès est immédiat. À l'instar de Star Wars, quelques années auparavant, Indiana Jones est un ovni dans le paysage cinématographique à l'époque. Parce qu'en fait, les personnes de l'époque s'étaient retrouvées. Les films d'aventure étaient un vieux genre de leurs parents, même de leurs grands-parents, dans les années 1940. Indiana Jones a réussi à dépoussiérer le film et empoche jusqu'à 34 millions de dollars de recettes. Yes, I confirm. That's great, man. Le film a obtenu un statut culte et été sélectionné parce que il était sélectionné par le National Film Preservation Board pour figurer dans le National Film Registry en 99. Il fait aussi partie des 50 films à voir avant d'avoir 14 ans, un listing fait par la British Film Institute. Je comprends pas. Il y a un truc que je comprends vraiment pas. On parle d'un 4e film depuis tout à l'heure, mais pourquoi il y a un 4e film? Moi j'ai les 3. Les Aventuriers de l'Arche perdue, le Temple maudit et les dernières croisades. Qu'est-ce qui se passe? Je sens une présence maléfique autour de moi. Qu'est-ce qui se passe?
À mi-temps. Ouest. Pas de boussole? J'ai besoin de vos balles. Он хочет мои патроны. Bon, à mon tour, je suis prête. Allons-y, j'attends ton top. Nom de Zeus? Ça va? Attendez, je reviens, je vais le voir. Bon, je commence. On est au début de la nouvelle ère, une période qui s'appelle le Nouvel Hollywood, l'ère des superproductions, des blockbusters et l'ère des produits dérivés. La preuve que le film est entré dans la légende. En France, l'adaptation est sortie sous forme de bande dessinée, en grand format, d'un total de 68 pages couleur chez l'éditeur DPE, avec une couverture semi-rigide plastifiée. Le film a été adapté par Marvel Comics sous forme de 3 numéros de septembre à novembre 1981. Les couvertures sont signées par Gene Day et Walt Simonson, les scénarios de Walt Simonson, le graphisme est assuré par John Buscema, le tout ancré par Klaus Johnson. En janvier 1983, Indiana Jones sort mensuellement, intitulé The Further Adventures of Indiana Jones. Marvel Comics a sorti 34 numéros jusqu'en mars 1986. En rôle principal en plus de Indy, il y a Marcus Brody et Marion Ravenwood, puis en rôle secondaire Salah et Katanga. La série est reconnue pour avoir tenté de développer sa propre continuité en ajoutant du contenu et des personnages originaux à la mythologie préexistante d'Indiana Jones, avec des méchants tels que l'archéologue rival Ian McIver et Ali Ben Ayoub. Dark Horse a réédité l'adaptation des Aventuriers de l'Arche perdue et les 12 premiers numéros de The Further Adventures le 18 février 2009. Un deuxième volume est lui sorti le 23 septembre 2009, rééditant les numéros 13 à 24 et l'adaptation du deuxième film. Puis un troisième volume le 24 février 2010 a réédité les 10 derniers numéros et l'adaptation du troisième film. Indiana Jones apparaît dans une planche de la mini-série Beauty and the Beast comme une sorte d'aventurier. En quoi ce film-là est culte? En quoi cette trilogie-là, vous devez la voir? Parce que comme je vous le rappelais tout à l'heure, il n'y a pas de quatrième film, il n'existe pas. Je préfère l'oublier, le quatrième film. Bon, en quoi ce film-là est culte? Ce film-là est culte parce qu'il dépoussière un genre qui nous manquait dans cette période-là du Nouvel Hollywood, la période des blockbusters, justement. Il manquait un héros d'aventure, il manquait quelque chose d'aventure qui nous permette de rêver, de s'échapper. Moi, personnellement, ce film-là m'a été offert pour mon anniversaire, quand j'avais 11 ans à l'époque. Et ce fut une révélation. Ce film-là est culte, il est rentré directement dans mon top 10 des meilleurs films qui sont sortis. Ce film-là, je peux le revoir à chaque fois, me vider la tête, passer un bon moment. Même si je le connais par cœur, il fait partie des films cultes des années 80 qui sont à mettre entre toutes les mains, regarder au moins une fois dans sa vie, une fois dans sa vie d'adolescent. Je mets avec ça SOS Fantôme et Retour vers le futur aussi. Mais voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter cet épisode-là. Et les gars, n'oubliez pas, VV Cinéma. À tantôt.